Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean Moritz. Cette terrible affaire commence par un gigantesque incendie à Louvroil, une commune tranquille du nord de la France. Ce 1er juin 2011, le feu ravage une entreprise de pétards et de feux d'artifice. Dans les décombres, les pompiers découvrent le corps sans vie du gérant, un certain Jean Moritz. Un père de famille tranquille, à qui on ne connaissait aucun ennemi. Pourtant, après l'autopsie, c'est le choc. Jean aurait été tué par arme blanche et égorgé. Commence alors une enquête qui va durer des années. Toutes les pistes sont explorées en vain, jusqu'à ce qu'une émission de télévision relance le dossier de manière très inattendue, 4 ans après les faits. L'affaire Jean Moritz, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Automne 2015, dans le nord de la France. Des policiers sont sur le point de procéder à une arrestation délicate. Un homme, soupçonné d'un crime d'une extrême violence, vit ses derniers instants de liberté. Ce jour-là, l'enquête connaît un brusque coup d'accélérateur. Ces policiers ne le savent pas encore, mais cette affaire, aux ingrédients explosifs, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 4 ans auparavant. Tout commence dans le département du Nord, près de Maubeuge, à proximité de la frontière belge. Maubeuge est une commune de 30 000 habitants qui a été fortifiée par Vauban. Virginie Salvetti, journaliste. Une belle commune du nord de la France. Ça fait partie de ces belles villes du Nord, qui ont gardé ce charme des briques rouges. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Ça faisait partie des villes les plus prospères à une époque, donc ça a gardé aujourd'hui encore tout son cachet. Non loin de là, à quelques kilomètres, Louvroil, une commune bien plus modeste. Louvroil est une petite ville avec à peu près 7000 habitants. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Donc les gens se connaissent quand même tous plus ou moins. C'est une toute petite ville ouvrière qui a beaucoup souffert de la fermeture d'usines d'acierie. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Qui aujourd'hui rebondit un peu grâce à des centres commerciaux. C'est une toute petite ville mais qui est sur un axe extrêmement passant. En arrivant à Louvroil, impossible de rater un commerce pas tout à fait comme les autres, celui de Jean Moritz. Jean Moritz est artificier, il a une boutique de farces et attrapes qui s'appelle Tout Feu Tout Fête. Donc son magasin est rempli de farces et attrapes, de déguisements en tout genre. Il y stocke également ses feux d'artifice. Pour Jean Moritz, tirer des feux d'artifice est bien plus qu'un simple métier. C'est une véritable passion, comme en témoigne avec admiration Laurie, l'un de ses fils. C'est vraiment quelqu'un qui avait le sens du spectacle, contrairement à beaucoup de businessmen. Lui, c'était pas ça du tout, quoi. Laurie Moritz, fils de Jean. Il aimait bien se renseigner de l'histoire du village, de la ville, et la remettre en musique avec des petites histoires. Organiser des spectacles inoubliables. Une façon pour Jean Moritz de faire vivre ses rêves d'enfant tout en gagnant sa vie. Il a un petit côté gosse, Jean, c'est-à-dire que c'est faire péter des pétards, quoi. Dans la région, il est sans doute un des plus inventifs, et donc ça, effectivement, il est relativement demandé. Jean Moritz est un personnage hors norme et il est adoré de plein de gens parce que c'est un métier de fête, c'est un métier d'émerveillement. Il crée des étoiles dans les yeux de beaucoup de gens. Et pour ses autres enfants, Jessie et Dulcie,
Sa réussite ne doit rien au hasard. Son grand sourire et ses qualités humaines font partout l'unanimité. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, Jesse Moritz, fils de Jean. toujours de bonne humeur et qui essaye de toujours apporter de la bonne humeur aux autres. Il était vu comme une star entre guillemets, c'est comme ça que son travail en ressortait. Dulcie Moritz, fille de Jean. Les gens étaient contents de voir ce qu'il faisait et nous, on en était tout en fiers. Je me souviens, nous-mêmes, on était un petit peu du coup connus. C'était les enfants de Jean Moritz. Côté cœur aussi, Jean Moritz a beaucoup de succès. Son charme naturel fait craquer les femmes. Jean Moritz a 55 ans, il est très bel homme, un brun ténébreux qui attire inévitablement le regard des femmes. Il aime beaucoup les femmes et il a une qualité que les femmes adorent. C'est-à-dire qu'il sait les faire rire. Voilà, c'est son moyen de draguer. D'ailleurs, sa famille est un peu à l'image finalement de son côté séducteur, puisqu'il a eu 8 enfants de 3 femmes différentes. 8 enfants au total, 6 garçons et 2 filles avec lesquels Jean Moritz conserve des liens très étroits. Même si la plupart d'entre eux, comme Laurie, vivent loin du nord de la France. Du coup, d'avoir autant d'enfants, c'était primordial qu'on reste unis tout le temps. Pour lui, la famille, ça compte énormément. Les enfants le décrivent un peu comme un papa pote. Voilà, c'est un papa copain. Mais en même temps, il rigole pas. Si ça travaille pas, Jean Moritz, il est capable de se mettre en colère. Comme avec son fils Jesse, par exemple. À l'époque, le jeune homme de 15 ans vit avec son père dans l'appartement situé juste au-dessus du magasin. Je suis un adolescent qui est en crise, on va dire, et donc c'est assez conflictuel. La moitié de la semaine, c'est beaucoup de disputes. Et il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, mais ça arrive dans beaucoup de familles, je pense, avec les ados, hein, c'est comme ça. Ainsi s'écoule depuis des années le quotidien de Jean Moritz. Une vie tout entière vouée aux siens et à la magie des feux d'artifice. C'est un homme heureux, comblé par sa famille, ses 8 enfants qui le remplissent de bonheur, comblé par son métier qu'il aime plus que tout. Et il a son magasin qu'il a ouvert il y a à peu près 1 an et demi, qu'il est en train de développer. Donc, tout roule pour Jean Moritz, en fait. Une existence qui va pourtant basculer d'un seul coup à la fin du printemps 2011. En ce mercredi 1er juin, la journée commence le plus normalement du monde. Vers à peu près 9h, Jean Moritz va réveiller son fils Jesse, qui a 15 ans et qui, comme tous les ados, a bien du mal à se lever. Il vient me réveiller, comme d'habitude, je dors et je me rendors. Et donc il descend ouvrir son magasin, comme tous les matins. Comme chaque jour, Jean Moritz croise son voisin, le garagiste, qui démarre lui aussi sa journée. Mais une demi-heure plus tard, une forte odeur se propage dans l'air. Et ce voisin garagiste qui est vraiment accolé au magasin de Jean Moritz, tout à coup sent une odeur étrange, comme une odeur de brûlé. Il sort de son garage et distingue des flammes à l'intérieur de la boutique de Jean Moritz. Il tape à la fenêtre pour qu'on vienne lui ouvrir, pas de réaction. Et donc spontanément, ce voisin décide d'appeler les pompiers, ne sachant pas du tout ce qui se passe. Alors que les secours sont en route, le garagiste tente bien d'intervenir avec un extincteur. Malheureusement, la porte d'entrée du magasin est fermée de l'intérieur. Alors cet incendie, il est très dangereux parce qu'il ne faut pas oublier que Jean Moritz est artificier et que donc il a des fusées et des feux d'artifice dans son magasin. Il y a un risque d'explosion générale, c'est quelque chose manifestement qui peut être en tous les cas difficile à contrôler. D'un instant à l'autre, la situation peut virer à la catastrophe. Tout le quartier retient son souffle. Le propriétaire du bâtiment arrive en urgence. Et tout de suite, il a le réflexe de foncer à l'étage. Il monte à l'appartement et là, il trouve Jesse endormi dans son lit. Donc il le secoue et le fait descendre dardard. Il écrit, il appelle Monsieur Moritz, et
Moi, le temps que je me lève et que je réalise qu'il y a de la fumée partout, il est déjà redescendu. Donc je traverse l'appartement, je descends, et là je vois plusieurs camions de pompiers, plusieurs véhicules de police. Pour Jessie, tout va très vite. Alors qu'il arrive dehors, il remarque la voiture de son père, toujours garée devant le magasin. Mais aucune trace de lui à l'extérieur de l'entrepôt en feu. C'est la panique totale. Jessie ne sait absolument pas où est son père. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Personne ne sait, donc il va y avoir des tentatives d'appel sur son téléphone, mais pas de réponse. Puis je me dirige vers un policier qui est sur le trottoir pour lui demander ce qui se passe. Donc je lui dis, c'est mon père, normalement il est dans le magasin, il était dedans pour moi. À l'intérieur, les pompiers progressent difficilement. La partie arrière du magasin est en proie aux flammes. Pourtant, ils parviennent peu à peu à maîtriser le sinistre. Les fumées commencent tout juste à se dissiper lorsqu'ils font une terrible découverte. Et à force de fouiller, de retourner, on se rend compte que sous des éléments de toiture gît un corps partiellement calciné. La moitié du corps, du haut du corps, est tellement brûlé qu'il n'arrive pas à identifier le corps. S'agit-il de Jean Moritz ? Depuis l'extérieur, le bâtiment offre un véritable spectacle de désolation. C'est à cet instant précis que Patrick, un ami de l'artificier, arrive sur les lieux. Au moment où les pompiers cherchent à identifier le corps et se demandent si la victime qu'ils viennent de retrouver n'est pas Jean Moritz, Virginie Selvetti, journaliste. Patrick se présente à eux en leur expliquant que lui peut l'identifier. Et il est rentré dans le magasin avec les pompiers. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Et c'est lui qui va identifier le corps. Aucun doute possible, le cadavre carbonisé est bien celui de Jean Moritz. Rapidement, l'impensable nouvelle se répand parmi ses 8 enfants. Un bien triste jour que Dulcie, sa fille, âgée de 11 ans à l'époque, n'oubliera jamais. Avec maman, on avait décidé ce jour-là de remonter dans le Nord pour les vacances, pour lui faire une surprise. Dulcie Moritz, fille de Jean. Et avant de prendre la route, maman a donc reçu un appel de mon grand frère pour lui annoncer. Elle a préféré ne pas nous le dire directement pour pas nous perturber. Elle a attendu qu'on soit arrivés et qu'on soit réunis. Il y avait de la famille parce que elle pouvait pas nous le dire toute seule. Tandis que les fumées s'échappent encore du magasin, il faut se rendre à l'évidence. La mort brutale de Jean Moritz laisse 8 orphelins, tous inconsolables. Tout va très vite. Tout va très vite, on comprend pas, on sait pas, on veut pas y croire, mais en même temps, on sait que c'est vrai. Laurie Moritz, fils de Jean. C'est bizarre la sensation qu'on peut avoir quand il se passe un truc comme ça. On n'en revient pas. Pas maintenant, pas si jeune, parce qu'on en a encore besoin pour les années à venir. On en a toujours besoin, en tout cas. Et donc, on peut rien faire, malheureusement. On est triste et on se doit de l'accepter. Alors que la fratrie est sous le choc, tous les regards se tournent vers Jessie. C'est presque un miracle qu'il n'ait pas péri avec son père dans l'incendie. Jessie, en plus, a énormément culpabilisé de ne pas s'être réveillé. Alors que s'il serait descendu, je pense qu'il serait mort avec mon père. Je me suis dit, j'aurais dû me lever, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Jessie Moritz, fils de Jean. Mais peut-être que j'y serais resté aussi. Donc, je sais pas, je me dis que j'ai peut-être eu de la chance. Immédiatement, le corps de Jean Moritz est transféré vers l'Institut médico-légal pour y être autopsié. Au sein de sa famille, les questions se bousculent déjà. On a pensé à l'accident au début, mais même en réfléchissant, il n'était pas dans la préparation d'artifice, c'était pas aux horaires du magasin qui préparait, qui manipulait de l'artifice, tout ça.
Mon père, il faisait très attention, il rentrait même pas avec un briquet dans sa poche dans l'atelier. Il était hyper méticuleux. Et en plus, voilà, je sais qu'on n'aurait pu rien retrouver du magasin si l'artifice avait brûlé ou avait explosé là-bas. D'après ses enfants, il ne s'agirait donc pas d'un incendie accidentel. À Louvroil et dans les environs, une fois le choc passé, les rumeurs se propagent. Et si Jean Moritz avait voulu mettre fin à ses jours? Un scénario que ses fils ne peuvent envisager un seul instant. Le suicide, c'était complètement impossible du fait que mon père, il fêtait la vie. Il aimait la vie. Il y a d'autres façons de se suicider que de mettre le feu dans son magasin, au fond du magasin. Surtout que j'étais 3 mètres au-dessus, juste au-dessus. Jamais Jean Moritz n'aurait pris le risque de mettre la vie de son fils en danger. Dès lors, un étrange pressentiment commence à germer dans l'esprit de Laurie. Donc à partir du moment où je croyais pas au suicide, je mettais des doutes aussi sur l'accident. Ou même le malaise, ça me semblait bizarre de faire un malaise et puis de s'enflammer. Donc ouais, j'ai soulevé l'éventualité d'un meurtre dès le lendemain. Quand on dit la thèse du suicide n'est pas à écarter, on aurait pu dire la thèse du meurtre n'est pas à écarter, tout simplement. Et si Laurie, le fils de l'artificier, avait vu juste? Car, lors de la découverte du corps, un détail attire tout de suite l'attention des policiers du commissariat de Maubeuge. Le médecin légiste qui est dépêché sur les lieux va tout de suite remarquer quelque chose d'étrange, une flaque de sang en dessous du corps. Ce sang devrait être séché, ce sang devrait être brûlé, ce sang devrait être noir. Et en réalité, on voit que ça a continué de couler même pendant l'incendie. Pour l'expert, cela signifie que Jean Moritz perdait du sang avant que l'incendie ne fasse rage. Mais comment aurait-il été blessé? Seule l'autopsie pourra permettre d'en savoir davantage. Et là, une autre surprise l'attend. Dans le cas d'une combustion, on meurt d'abord d'étouffement. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On meurt des fumées. Et là, dans les poumons, il n'y en a pas. Ce qui veut dire, de manière très claire, que Jean Moritz est mort avant le départ de l'incendie. Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'un accident. Quant à la suite de l'examen, elle s'avère formelle. Quelqu'un a bien donné la mort à l'artificier. Et là, grâce à cette autopsie, ils vont découvrir que Jean Moritz a reçu des coups. Il a des ecchymoses au visage, il a le nez complètement brisé. On s'aperçoit qu'il a la trachée qui a été écrasée et surtout qu'il a eu la carotide tranchée. L'autopsie ne dit pas par quelle arme, il pense un tournevis, un couteau. Donc il a été véritablement tué, il a été assassiné, ça n'est pas du tout la résultante d'un incendie. Là, on est absolument certain qu'il y a eu quelqu'un qui en voulait à Jean Moritz au point de le tuer. C'est clair, c'est évident. Un déferlement de coups suivi d'un égorgement. Les conclusions de l'autopsie sont sans appel. La piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute. C'est ce qu'on appelle un coup de théâtre. La semaine dernière, un magasin de feux d'artifice était ravagé par les flammes à Louvroil. À l'intérieur, un corps sans vie, celui du gérant. Mais surprise, l'autopsie vient de révéler que la mort de cet homme date d'avant l'incendie. Tout laisse à penser qu'il s'agit là d'un meurtre. Interviewé par la télévision régionale, Danny, le fils aîné de Jean, est lui aussi sous le choc. Qui aurait pu vouloir la mort de son père ? Une fois qu'on s'est retourné le cerveau, on savait que c'était pas possible que ce soit ni un suicide ni un accident. Danny Moritz, fils de Jean. Mon père était pas comme ça, il était prudent et puis plein de vie. Il adorait les gens et faire la fête, il était pas prêt à quitter tout ça. Parce que ce monde-là, il l'aimait beaucoup et ses enfants aussi. Et vous lui connaissiez pas d'ennemis?
pas directement. Après, les ennemis, on sait jamais. Les révélations sur la mort de Jean Moritz se multiplient dans la presse. Pour ces enfants, difficile d'accepter les circonstances du meurtre de leur père. On ressent bien l'acharnement, la violence, quelque chose de très dur. On ne peut pas y croire. Laurie Moritz, fils de Jean. Et là, on a la colère qui commence à monter, des images. Donc c'est assez difficile de dormir. Quand je l'ai appris, pour moi, ma réaction, c'était vraiment, je vois ça que dans les films. Dulcie Moritz, fille de Jean. Ça peut arriver aux autres, mais pas à moi. Enfin, ce qu'on m'a dit sur les faits, c'était un acharnement. Jessie Moritz, fils de Jean. Et donc, en fait, on a tellement réfléchi à pourquoi qu'on s'est préparé à un peu tout. Laurie, Dulcie et Jessie sont alors loin de l'imaginer, mais cette terrible épreuve marque pour eux le début d'un cauchemar qui va durer de très longues années. Devant l'extrême violence du crime, la police judiciaire de Lille reprend à zéro le dossier Jean Moritz. Une semaine après les faits, pour ces enquêteurs aguerris, la tâche s'annonce difficile. Le feu a détruit quasiment l'intégralité de la boutique. Virginie Selvetti, journaliste. Lorsque les pompiers ont éteint l'incendie, ils ont tout bousculé, donc souillé la scène de crime. On sait du coup que l'ADN sera inopérant, on n'en retrouvera pas, qu'il n'y aura pas d'empreinte digitale. On part vraiment sur une scène de crime qui ne livrera aucun élément, on en est certain. Pas d'arme du crime, pas d'ADN et pas un seul témoin. Seule solution pour les policiers, se pencher sur la vie de l'artificier. Et la première piste qui s'offre à eux est celle de son fils, Jessie, avec qui Jean Moritz était en conflit. Et ils apprennent qu'effectivement, entre Jessie et son père, ça allait pas du tout. Parce qu'en fait, Jessie, il était plus ou moins déscolarisé. Son père ne le supportait pas. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Et donc, il y aurait pu avoir une engueulade plus forte que d'habitude. Parce que quand Jean Moritz se mettait en colère, c'était vraiment en colère. Et ce n'est pas tout. Au moment de l'incendie, selon plusieurs témoins, Jessie aurait fait preuve d'un comportement pour le moins curieux. Jessie a une attitude très très étrange, c'est-à-dire qu'il a eu l'air d'avoir absolument aucune émotion. En fait, quand on a dit à Jessie que son père était mort, et quand il l'a compris, en fait, Jessie a très peu réagi. Mais vraiment très peu. Pas de larmes, pas de cris, et il parlait très peu. Alors ce jeune garçon de 15 ans aurait-il pu commettre l'irréparable ? Une dizaine de jours après le crime, tout s'emballe. Jessie Moritz est placée en garde à vue par la police judiciaire. Pour ses frères et sœurs, c'est un tremblement de terre. Ça a été un choc pour nous, parce que pour nous c'était impensable. Forcément, c'est notre grand frère, c'est notre papa, ça se peut pas, c'est pas possible. Mon père était un peu en colère quand Jessie n'allait pas à l'école, quand il allait pas bien, tout simplement. Donc c'était de l'amour, tout ça. Il n'y a jamais eu de réelle violence. Et là, on commence à être un peu en colère, on a l'impression que la police, elle part à l'envers. Le jeune homme est alors mineur. Une garde à vue dont Jessie se souvient encore aujourd'hui. Mais je suis resté encore sans dire grand-chose parce que je dormais, donc je pouvais pas expliquer grand-chose en fait. Il faut se mettre à la place de Jessie. Il a 15 ans, il a appris que son père était mort, et maintenant, il se retrouve devant les enquêteurs, soupçonné d'avoir tué son père. Et puis le fait que je sois sur les lieux, que je sois le seul à l'avoir vu, un des derniers à l'avoir vu et le seul vraiment sur les lieux.
Donc c'est les seules choses qui fait que je suis en garde à vue, qui ont fait que je suis en garde à vue à ce moment-là. Mais l'officier de police qui l'interroge n'obtient rien du jeune suspect. Assailli de questions, Jessie n'en démord pas. Il est totalement étranger au meurtre de son père. Il faudrait imaginer que lorsque Jean-Maurice l'a réveillé, il ait fait semblant de se rendormir dans son lit, qu'il ait laissé son père descendre, qu'il soit descendu à la suite de son père. Pour aller voir son père, entrer dans la boutique. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et en ressortir pour se recoucher en haut alors qu'il aurait lui-même allumé l'incendie en bas. Ça n'avait aucun sens finalement. D'autant que 2 éléments majeurs plaident en faveur de l'adolescent. Les vêtements qu'il portait le jour de l'incendie, ainsi que son corps, ne présentent aucune trace suspecte. Dès lors, la thèse d'un parricide semble s'éloigner. Et puis on se rend compte que cet homme a été vraiment tué avec beaucoup de sauvagerie. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Et que ça ne correspond pas à la taille, au gabarit et à la force de ce garçon. Mon père était un mec qui savait se défendre, qui était costaud, il avait une machine à muscu dans la maison. C'est pas un gamin de 15 ans qui pouvait faire ça à mon père. En l'absence de tout indice incriminant, Jessie est libéré et mis totalement hors de cause. Pour les enquêteurs, retour à la case départ. Dans les rangs de la police judiciaire, c'est évidemment la déception. Et si c'était ailleurs, du côté du métier de Jean-Moritz, qu'il fallait plutôt chercher? En fait, le monde de l'artifice, il faut savoir que c'est un monde un peu de requin quand même. Il avait pas mal de concurrents qui ne l'appréciaient pas forcément parce que beaucoup de contrats, il avait beaucoup de marchés, des prix très abordables pour ce qu'il faisait. Donc ça aurait pu être une manière de récupérer quand même plus d'une 40aine de contrats en éliminant une personne comme mon père. Alors, un artificier mécontent aurait-il pu s'en prendre à Jean-Moritz? Le premier auquel les enquêteurs s'intéressent n'est autre que son principal rival dans les affaires. Un homme qui était un concurrent de Jean-Moritz et qui le détestait. Ils en étaient même venus aux mains quelques années auparavant. Ils se tiraient la bourre sur les contrats. Et il se trouve que cet homme, alors que Jean-Moritz venait à peine de mourir, est allé démarcher toutes les mairies avoisinantes, toutes les mairies où Jean-Moritz avait des contrats. Il va dire oui, clairement, Maurice est mort, je viens reprendre les contrats. Laurie Moritz, fils de Jean. Quel comportement bizarre aussi, cette froideur, ce côté, ce manque d'empathie. Pour l'ennemi juré de Jean-Moritz, sa disparition est une aubaine. Et sa rapidité à contacter les clients de la victime alerte les enquêteurs. Mais là encore, cette piste mène à une impasse. Et pour cause. Malgré son avidité dévorante, cet artificier dispose d'un alibi indiscutable. Quant au scénario, il ne tient pas la route. S'il postule et s'il candidate, c'est vraiment qu'il n'a rien à voir avec tout ça et qu'il est juste animé par un intérêt financier. Alors qu'on soit un requin, qu'on soit effectivement un homme sans sentiment, ne fait pas non plus de la personne un meurtrier ou un assassin. Tout d'abord, Jessie, le propre fils de la victime, et puis ce concurrent sans scrupules. Pour la police, le résultat est là. Ces 2 pistes, qui paraissaient si évidentes, viennent tout simplement de s'écrouler. Le meurtre de Jean-Moritz reste un mystère. Mais les enquêteurs ne baissent pas les bras et continuent d'auditionner les proches de Jean-Moritz. Peut-être ont-ils remarqué quelque chose de suspect dans les jours qui ont précédé la mort de l'artificier. C'est alors que le jeune Jessie leur révèle que 2 mois avant les faits, son père avait été victime d'un premier sinistre. Et pas n'importe lequel, un incendie de voiture. Vers 6h du matin, je crois. Jessie Moritz,
fils de Jean. On se réveille avec de la fumée dans l'appartement et puis la voiture incendiée devant. Que mon père m'appelle et il me dit je devais aller chercher les enfants ce week-end, je pourrais pas y aller parce que hier matin, ma voiture elle a brûlé à 5h du matin devant chez lui. Son véhicule, incendié dans d'étranges circonstances, à peine quelques semaines avant le drame, voilà qui résonne comme un avertissement. Mais de la part de qui ? Pour le savoir, les policiers se penchent sur la vie privée de la victime, et en particulier sur ses nombreuses relations amoureuses. Jean Moritz plaît, c'est un homme qui a du succès et c'est un homme avec un certain romantisme qui fait que quand les histoires sont finies, il laisse souvent un excellent souvenir à certaines de ses anciennes compagnes, ce qui gêne parfois les nouveaux compagnons de celle-ci. Et si un compagnon jaloux avait voulu se débarrasser de Jean Moritz ? L'un d'entre eux, Patrick, semble avoir le profil justement pour intriguer les forces de l'ordre. Patrick, c'est lui qui a identifié le corps de Jean Moritz. Alors, que faisait-il ce matin-là aux alentours de 10h sur les lieux ? Virginie Selvetti, journaliste. Déjà, pour les enquêteurs, c'est assez étrange, assez troublant. Patrick, en fait, s'avérait extrêmement intéressant pour l'enquête, pour une bonne raison, c'est qu'il est aujourd'hui avec une des ex de Jean. Patrick partage désormais la vie de Laurence, une ex-petite amie de l'artificier. Alors, aurait-il quelque chose à voir avec l'incendie et la mort de Jean Moritz ? Il faut savoir que Jean et Laurence ont eu une histoire assez fusionnelle, mais une dizaine d'années, une quinzaine d'années auparavant. Mais est restée de cette relation une amitié très forte. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Et donc, Laurence, Patrick et Jean Moritz se voient très régulièrement. Pourtant, plusieurs témoins l'affirment, cette belle amitié avait fini par voler en éclats. C'était quelques jours avant le crime, lors d'une soirée plutôt arrosée. Jean Moritz n'avait pas arrêté de danser avec Laurence. Et Patrick avait très mal pris la chose, n'avait pas ouvert la bouche de la soirée et qu'il avait l'air très, très contrarié. On voit que ça dérange Patrick, que mon père s'est de nouveau rapproché de Laurence. Dans l'esprit des enquêteurs, un possible mobile se dessine, la jalousie amoureuse. Mais lorsque Patrick est placé en garde à vue, il leur présente lui aussi un alibi. On se rend compte qu'il a fait des achats ce jour-là, on se rend compte qu'il s'est rendu sur une zone commerciale qui est assez éloignée. Effectivement, le téléphone de Patrick a bien borné aux heures où il le dit, aux endroits où il le dit. Patrick ne pouvait donc en aucun cas se trouver à Louvroil quand l'incendie s'est déclenché. Après celle du fils, Jessie, après celle du concurrent artificier, la piste de ce compagnon jaloux s'effondre à son tour. Trois semaines après le meurtre, la police judiciaire de Lille est sur les dents. Seule solution pour avancer, décortiquer un peu plus la vie amoureuse de Jean Moritz. Car, d'après ses deux fils, il arrivait à leur père de séduire aussi des femmes mariées. Dans mes souvenirs, il y en a eu au moins deux. Il y a eu au moins 2 relations avec des personnes en couple. Tous dirigés vers la piste sentimentale. Plus on s'avançait dans les jours qui suivaient le crime, plus ça se refermait du côté du crime passionnel, quoi. Ce mystérieux incendie de voiture et maintenant ces histoires de relations extra-conjugales, pour les policiers, c'est là qu'il faut chercher. D'autant qu'en examinant certains messages reçus par Jean Moritz sur les réseaux sociaux, ils font une drôle de découverte. Parmi ces messages, ils vont en trouver un
qui est quasiment un message de menace. Un message assez explicite disant « Et tout feu tout fait, laisse les ménages tranquilles, écoute bien, ce n'est pas de la rigolade ». Laisse les ménages tranquilles. Que signifie au juste ce message de menace à peine voilé? Et qui l'a envoyé? Pour les enquêteurs, c'est la stupéfaction, car ils comprennent vite qu'il s'agit d'un adolescent d'à peine 14 ans. Qui est ce jeune homme? Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Pourquoi menace-t-il et pourquoi parle-t-il de briser des ménages? Les policiers vont très vite chercher à savoir qui est cet adolescent qui a envoyé un message à Jean Moritz et qui sont ses parents, quel est le lien avec Jean Moritz. La mère de cet adolescent serait-elle l'une des liaisons de Jean Moritz? Interrogé, son entourage confirme. Le quinquagénaire vivait bien une brûlante histoire sentimentale avec cette femme divorcée que nous appellerons Sophie. À cette époque-là, Jean Moritz, il a une vie amoureuse intense. En fait, il a fait la connaissance de Sophie. Sophie a 34 ans, ils ont donc une vingtaine d'années d'écart. Elle est à la tête d'une association de pom-pom girls. Ils se sont rencontrés dans la boutique de Jean Moritz. Un jour, elle est venue pour acheter des déguisements pour ses spectacles et ça a été le coup de foudre. Une passion commune pour le monde du spectacle, une attirance mutuelle qui balaie tout sur son passage. Entre l'artificier au grand cœur et la séduisante pom-pom girl, le courant passe instantanément. Ils s'entendent, semble-t-il, extrêmement bien, ils sont très proches, il y a une complicité physique. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Et Jean Moritz s'en parle, il la présente, il l'emmène partout, ils sortent ensemble publiquement, ils s'affichent. Donc Jean Moritz semble à ce moment-là être un homme heureux et épanoui. Pour Jessie et Laurie, ses fils, Jean Moritz n'était plus tout à fait le même homme. Quelque chose avait changé chez lui depuis sa rencontre avec cette mère de famille. Il me l'a présenté et il m'a demandé si ça me dérangeait qu'il ait une relation plus sérieuse avec elle. Jessie Moritz, fils de Jean. Si elle venait s'installer à la maison, si ça me dérangeait tout ça, qu'elle j'ai répondu non. Moi, il m'a dit qu'il voulait partir en vacances avec elle, prendre l'avion et aller dans les îles. Mon père, c'est un mec du Nord, il est vraiment attaché à sa région, il a du mal à partir de là-bas, ou alors sur les plages du Nord pour aller pêcher, mais... Laurie Moritz, fils de Jean. Mais là, on sentait qu'il avait envie de faire rêver quelqu'un. Je pense que tout ce qu'il avait pas fait avec ses autres femmes avant, là, il était prêt. Jean Moritz filait donc le parfait amour avec cette jeune femme. Mais les policiers comprennent vite qu'il y avait une ombre au tableau. En l'occurrence, l'ex-mari de Sophie, que nous prénommerons Karim. Il vit de l'autre côté de la frontière, en Belgique, et travaille dans le bâtiment. La relation de Sophie et Karim est pas claire parce que on apprend que normalement ils sont séparés, divorcés, mais que lui vient régulièrement voir les enfants, qui dort au domicile de son ex-femme. Quand il veut rendre visite à ses enfants, il décide de dormir chez Sophie. Il s'impose, il est là, il s'occupe de ses enfants et puis il repart en Belgique. Karim conserve une emprise sur Sophie. Une séparation visiblement très compliquée. Premier réflexe parmi les enquêteurs, interroger Sophie, la pom-pom girl, en qualité de témoin. Karim, son ex-mari, en voulait-il à Jean d'être son nouveau compagnon? Pourrait-il avoir un lien avec son meurtre? Elle raconte qu'elle est amie avec Jean Moritz, mais qu'elle n'a pas du tout de relation amoureuse avec Jean Moritz. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Puis après, elle va revenir dessus. Elle va dire que si finalement, elle a des relations. Les enquêteurs se demandent pourquoi Sophie avait intérêt à cacher cette relation et ils découvrent que Karim n'est pas un enfant de cœur. Virginie Selvetti, journaliste. Il a un casier judiciaire assez rempli, notamment pour des faits de violence. Et donc les enquêteurs pensent qu'elle en avait peur. À partir de là, pour la PJ, tout s'accélère.
En effet, selon plusieurs témoins, ce Karim serait même venu en personne s'expliquer avec l'artificier de Louvroil. Les policiers vont découvrir que quelque temps avant l'incendie, Jean Moritz a reçu la visite de Karim dans sa boutique. Karim qui serait venu un matin et qui a voulu parler avec mon père et il a dit qu'il aimait toujours sa femme. En tout cas, il serait reparti avec un peu des larmes aux yeux en disant à mon père, mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire quand on aime la même femme? Deux hommes, fous amoureux d'une même femme, et ce crime d'une violence extrême, les enquêteurs seraient-ils enfin sur la bonne piste? Pour confirmer leur intuition, ils se lancent dans une enquête de voisinage. C'est là qu'un homme, un ancien pompier, leur livre une information cruciale. Alors qu'il se trouvait sur les lieux au moment de l'incendie de la voiture de Jean, il aurait croisé un individu au comportement suspect. Et il dit, mais moi je me souviens de quelque chose de très étrange, c'est qu'un homme est passé en voiture, il m'a parlé. Il lui a dit, il ne s'agit pas d'un incendie criminel, c'est forcément un problème avec le moteur puisque les flammes sont parties du capot. Déjà, c'est extrêmement étrange. Donc c'est vraiment comme si cette personne voulait se disculper en réalité. Une attitude qui pose question, surtout lorsque leur témoin donne un signalement de cet homme. L'individu qu'il décrit ressemblerait à Karim, l'ancien mari de Sophie. Et alors cet ancien pompier décrit parfaitement l'homme qu'il a vu dans cette voiture de couleur sombre. Il décrit un homme de petite taille, d'origine maghrébine, avec les cheveux coupés très courts. On va lui demander s'il reconnaît Karim sur photo, et bingo, ce témoin va reconnaître effectivement Karim. Autre élément troublant, en reprenant l'enquête de voisinage, un nouveau témoin se manifeste. Lui aussi aurait vu un homme pouvant correspondre à la description de Karim. Mais cette fois, le jour de l'incendie du magasin de Jean Moritz. Ce jour-là, le matin des faits, il y a quelqu'un qui travaille sur un toit et qui aperçoit quelqu'un courir le long du bâtiment, affolé, qui sait pas trop où aller, qui est affolé, quoi. Moi, j'ai appris le signalement, la description physique. Quand j'ai vu ça, pour moi, c'était Karim. La description physique, ça ressemble à ce que je connais de Karim. Voilà un petit caillou qui commence à être mis dans les chaussures de Karim et qui va rendre sa marche dans le dossier bien compliqué. Alors, Karim aurait-il incendié la voiture, puis le commerce de Jean Moritz? Serait-il impliqué dans le meurtre sauvage de son rival? Il est désormais le suspect numéro 1. Police judiciaire de Lille, 4 octobre 2011. 4 mois après le crime, Karim est placé en garde à vue. Les enquêteurs espèrent le faire craquer. Mais cet ouvrier du bâtiment se montre parfaitement serein. Pour commencer, il détaille son emploi du temps depuis la veille des faits. Il explique qu'il est arrivé le 31 au soir et qu'il a dormi chez son ex-femme, Sophie, pour voir ses enfants, comme il le fait d'habitude. Et que le matin, ils se sont levés et qu'ils sont partis à 8h30. Karim se fait plus précis encore. À 9h, quand l'incendie s'est déclaré à Louvroil, il se trouvait à plusieurs kilomètres de là. Des témoins, dit-il, peuvent même en attester. Ce matin-là, il avait rendez-vous avec Stéphane, le cousin de Sophie. Ils devaient ensemble aller voir un client pour commencer des travaux sur un chantier. Karim explique que lorsqu'il est arrivé chez ce dénommé Stéphane, Stéphane était absent et qu'il a bu un café avec Véronique, l'épouse de Stéphane, en l'attendant. Sophie, son cousin Stéphane et Véronique, la femme de celui-ci, sont convoqués à leur tour. Et tous certifient avoir vu Karim ce fameux matin du 1er juin. Sophie confirme qu'il était bien chez elle, qu'il est parti. Stéphane va confirmer l'avoir vu, etc. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Sauf que
Aucun horaire ne parvient à être confirmé ni par les uns ni par les autres. Quand bien même les versions sont un peu floues et changeantes, il y a quand même 3 personnes, Sophie, Stéphane et Véronique, qui ont vu Karim ce matin-là et qui viennent fournir un alibi. Après moins de 24 heures de garde à vue, Karim est remis en liberté. Faute d'aveu, et grâce à cet alibi, aucune charge n'est retenue contre lui. Pour la famille de Jean Moritz, c'est encore la douche froide. Et plusieurs mois vont s'écouler sans que les investigations avancent. Ses enfants, eux, continuent de se mobiliser. Que s'est-il vraiment passé dans la boutique de Jean Moritz l'an dernier? Une question que se pose toujours la famille et les amis de ce marchand de feux d'artifice. Retrouvé mort dans son magasin incendié. Ils se sont rassemblés aujourd'hui à Louvroil pour réclamer l'avancée de l'enquête. Département du Nord, 1er juin 2012. 1 an jour pour jour après la mort atroce de l'artificier, ses proches demandent toujours justice. Pour le moment, on ne sait rien du tout. Nicole Moritz, sœur de Jean. Tout piétine et puis aucune information. Voilà. Au sein du clan Moritz, c'est le même sentiment de colère. Pour ses fils, les investigations s'enlisent depuis beaucoup trop longtemps. Son téléphone n'a pas été retrouvé, qui a continué à sonner pendant 4 jours. Laurie Moritz, fils de Jean. C'est pour ça que je vous dis qu'on a demandé une géolocalisation du portable au bout de 2 jours qui n'a jamais été faite. Ça s'est fait au bout de 8 jours et au bout de 8 jours, tout ça c'était mort. Donc évidemment, il y a plein de choses qui ont retardé cette enquête à cause de cette malmenance d'enquête des 8 premiers jours. On est bien obligé d'attendre en fait. Jesse Moritz, fils de Jean. On essaye de vivre avec, on essaye de le laisser de côté, mais c'est pas évident. On a très peu d'informations de la justice, où on sent que ça patauge, que ça rame. On a vraiment peur d'un non-lieu, on ne sait plus où se diriger. On ne sait plus où aller. Les mois, puis les années passent. Mais l'enquête, elle, reste au point mort. Dulcie Moritz n'était qu'une toute petite fille lors du meurtre de son père. Elle qui, depuis la tragédie, doit quotidiennement porter ce fardeau. La justice nous a plus ou moins délaissés. J'essaie de faire confiance, disons que je m'y accroche, je l'espère que je peux leur faire confiance et qu'il y aura une suite ou une fin. Dulcie Moritz, fille de Jean. Oui, c'est très, très dur, très compliqué. Il y a un tas de questions. Il y a des moments très, très sombres où, pour ma part, j'ai préféré me retrouver seule. Ça m'a renfermée un peu sur moi-même. Pour la famille, ça a été très, très long. Très, très, très long. Début de l'année 2015, dans le nord de la France. 4 ans se sont écoulés depuis le crime. Alors que l'espoir d'identifier un jour le meurtrier de Jean Moritz s'amenuise, un événement va venir tout bousculer. Cette année-là, une équipe de télévision contacte la famille de la victime. Le dossier Jean Moritz intéresse Non élucidé, une émission consacrée aux affaires non résolues, les fameux cold cases. Le but de cette émission, c'est de remonter toutes les pistes de ces affaires non élucidées. Virginie Selvetti, journaliste. Mais contrairement à de nombreuses émissions de faits divers, la différence, c'est qu'à la fin, nous n'avons pas de coupable. Ça va faire bouger des choses. En bien, en mal, personne ne le sait à l'avance. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Mais quoi qu'il se passe, ça ne peut que nous faire du bien. Donc on y va, on fonce et on attaque. La journaliste Isabelle Deschamps reprend donc à zéro tous les éléments de l'affaire. Un travail qui contribue parfois à relancer ce genre d'enquête. L'intérêt de ce type d'émission, c'est que quand un dossier dort comme ça... Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Le fait que les médias s'y intéressent, ça le remet au-dessus de la pile. Hop, il ressort comme un bouchon. On espère que ça va rapporter quelque chose et que les enquêteurs vont se dire « Ah bah oui, on est passé à côté de ça » ou
on va chercher plus précisément dans certains points. Tandis que la journaliste contacte la plupart des protagonistes de l'histoire, la police judiciaire, elle, saute sur l'occasion. Et si tout cela pouvait permettre enfin de faire surgir un élément nouveau? Et donc la justice va profiter de l'événement pour mettre tous les protagonistes de cette affaire sur écoute. Ce qu'il se passe souvent, c'est que les langues se délient parce que les gens ont un besoin nécessaire de parler de l'affaire. Les policiers, comme les magistrats, espèrent obtenir de nouvelles informations. La police ne s'est pas trompée. En septembre 2015, au moment de la diffusion du reportage, Sophie, la liaison de Jean Moritz, ignore qu'elle se trouve sur écoute et elle multiplie les appels et les messages à destination de Karim, son ancien mari. Les enquêteurs constatent qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'échanges entre Karim et les membres de sa famille. Qu'on commence à s'affoler un peu de ce côté-là, et ce n'est pas anodin. On se rend compte que ça les perturbe beaucoup. C'est-à-dire que Sophie et Karim sont très très dérangés par la diffusion de cette émission. Ça les inquiète, ils ne savent pas ce que ça va donner, pourquoi la télé se mêle de ça. On les sent très très mal à l'aise. Pour les enquêteurs, c'est peut-être une opportunité. D'autant que Véronique, la femme du cousin de Sophie, se montre plus explicite encore sur ses écoutes. Souvenez-vous, c'est elle qui, 4 ans auparavant, avait fourni un alibi à Karim. Véronique, qui a bu un café le matin du crime avec Karim, serait en train d'expliquer à des proches que ce jour-là, elle n'aurait finalement pas vu Karim. Finalement, c'est en regardant l'émission qu'ils se rendent compte de la gravité de cette affaire et de l'importance de leur témoignage. Enfin, c'est un bouleversement complet sur l'affaire. Sophie, son cousin et l'épouse de celui-ci, ces 3 témoins clés, avaient tous à l'époque attesté de la présence de Karim à des kilomètres de l'incendie. Mais avec ces écoutes, tout pourrait changer. Alors ils sont de nouveau interrogés et tous changent de version. Les personnes se sont trompées. C'est pas du tout au moment où elles l'ont dit qu'elles ont vu effectivement Karim, qu'elles ont tout mélangé et qu'en réalité elles se rattachent à des repères, notamment au fait d'avoir le journal sur la table qui parlait déjà de l'incendie et que donc ça n'était pas ce jour-là qu'ils l'avaient vu mais le lendemain. Un alibi qui s'effondre d'un seul coup. C'est le grand tournant de cette enquête. 4 ans après le meurtre de Jean Moritz, Karim redevient le principal suspect. Hôtel de police de Lille, automne 2015. Placé une seconde fois en garde à vue, l'ex-mari de Sophie maintient pourtant sa version. Il affirme toujours qu'il n'était pas sur les lieux et qu'il n'a donc rien à voir avec le crime. Karim appuie toute sa défense sur le fait que le 1er juin 2011, c'était il y a 4 ans, et qu'il peut y avoir naturellement des incohérences dans les témoignages. Ces personnes sont revenues sur leurs témoignages, ont pu se tromper, leur mémoire a pu leur faire défaut. Karim, en garde à vue, niera toujours le fait d'avoir tué Jean Moritz. En effet, Karim n'en démord pas. Quant au mobile, il le conteste formellement. Étant divorcé de Sophie depuis des années, il n'avait, dit-il, aucune raison de tuer par jalousie amoureuse. Il est cependant mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Aujourd'hui, Karim continue de clamer son innocence. La justice l'a renvoyé durant l'été 2022 devant la cour d'assises du Nord pour meurtre. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle et reste présumé innocent. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer. Karim appuie sa défense en expliquant qu'il n'y a aucun élément matériel, il n'y a aucun élément tangible, que des faisceaux de concordance, de présomption. Il faut savoir que quand même, les éléments de l'accusation sont faibles parce qu'on n'a pas d'arme du crime. On n'a pas de témoignage. On ne trouvera pas d'ADN comme on le sait puisque la scène de crime a été entièrement brûlée, incendiée.
Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc en réalité, ça va se jouer sur l'intime conviction. Avec un dossier d'accusation aussi fragile, l'issue du procès demeure très incertaine. Mais cette audience, qui se tiendra dans quelques mois, est déjà un aboutissement pour les enfants de Jean Moritz. Après tant d'années d'incertitude et de combats, c'est un grand pas vers la vérité. La fin de tout ça, oui, est le début pour nous de pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale. Dulcie Moritz, fille de Jean. En tout cas, sans avoir à porter ce poids de se dire quand est-ce qu'on aura une réponse, quand est-ce qu'on saura. Enfin... On se rapproche de la vérité et on espère que ça va aboutir à quelque chose. Jesse Moritz, fils de Jean. On espère tous qu'il y aura des révélations et des réponses aux questions qu'on se pose tous depuis 11 ans. En attendant, ils continuent de faire vivre la mémoire de leur père. Comme Jesse, son fils, qui s'adonne à la même passion que lui, celle des feux d'artifice. Je continue de tirer le 13-14 juillet parce que j'en ai besoin en fait. Il m'a tout transmis sur l'artifice. C'est grâce à lui que j'en tire encore maintenant et que j'ai encore envie d'en tirer. La chose dont je peux être sûre de me rappeler, c'est quand il nous emmenait chez un de ses amis à la pêche. Voilà, c'est des moments où on était vraiment tous ensemble et ça nous réunissait. Et c'est des souvenirs où je peux dire qu'on était joyeux et... Quant à Laurie, ce fils devenu père de famille à son tour, pas question pour lui non plus de baisser les bras. Ouais, j'en ai pratiquement que des bons souvenirs de mon père. L'amour qu'il avait pour ses enfants, qui était en train de grandir de plus en plus. Laurie Moritz, fils de Jean. La fierté de nous avoir, la fierté d'être lui-même, de ce qu'il était, parce que c'était un très bel homme dans le cœur. Maintenant, moi, mon père, il me manque à tous mes frères et sœurs, et ce manque qu'il nous laisse, c'est l'amour qu'on avait pour lui. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.